Quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. L'incertitude est source de beauté et de tragédie dans nos vies, écrivait un auteur italien. Ce mot qui a fait son apparition massive pendant le Covid et qui semble résister au temps. Pourquoi sommes-nous au fond si désemparés face à l'incertain alors que nous contrôlons de plus en plus d'éléments, le trajet, la météo, les achats, l'accès au savoir, bref. Alors d'où vient notre peur croissante devant le mystère, l'inconnu dans nos vies? Rien ne se passe comme prévu et tout est chaos. Alors voilà la question que nous allons nous poser ensemble dans cette émission Quête de sens. Et si on apprenait tout simplement à vivre dans l'incertitude? Question que je vais poser à mes trois invités que je suis ravie de recevoir aujourd'hui. Stéphane Flocari, ça fait un bon moment. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie-Ange. Bonne année Stéphane. Merci. Flocari, vous qui êtes agrégé docteur en philosophie désormais. Vous avez publié dernièrement Le sport et moi aux éditions Amphora INSEP et vous vous apprêtez à faire paraître le livre des attentes, donc bien en lien avec l'émission du jour qui sortira à la fin de cette année civile. Ainsi que La bibliothèque idéale. Je ne sais pas si on avait le droit de le dire, mais bon, tant pis, c'est sorti aux éditions des Belles Lettres, cette belle maison d'édition que nous aimons beaucoup. Henri Quinson est en ligne avec nous. Bonjour Henri. Bonjour Marie-Ange, bonne année. Eh bien, bonne année à vous, cher Henri. Nous sommes un peu tristes que vous ne soyez pas avec nous, mais on vous entend bien, c'est l'essentiel. Vous qui êtes toujours écrivain, membre fondateur de la Fraternité Saint-Paul, vous qui avez écrit dernièrement... Alors, est-ce que c'est votre dernier ouvrage « Et l'homme devint Dieu » aux éditions du Passeur, c'est ça? C'est le dernier. Eh oui, c'est le dernier. Voilà, vous qui êtes, on peut le dire, presque théologien, hein, d'une certaine façon, Henri Quinson, qui avait été moine, qui avait été trader, enfin voilà, votre parcours est à découvrir évidemment sur Internet. Bertrand Vergely est également enfin avec nous. Bonjour Bertrand. Que nos Ma chère Marie-Ange, bonjour. Ravi de vous retrouver aussi, bonne année et bonne 100 année. années Bertrand. Merci. Hein, j'ai le droit de vous le dire. Normalien, philosophe, essayiste, professeur en Cagne à Sciences Po et à l'Institut théologique orthodoxe Saint-Serge, hein, vous avez enseigné, auteur de plusieurs ouvrages. Alors, on va mentionner La puissance de l'âme, Sortir vivant de l'émotion, qui était sorti chez Trédaniel. Main basse sur la pensée, ça c'était chez Salvatore. Et puis, La vraie morale se moque de la morale, toujours chez Trédaniel. Alors, il y a toujours un petit peu d'humour avec vous, cher Bertrand Vergely. Mais j'ai l'impression que chez les philosophes, vous avez un peu cette note en commun. Toujours. Quel humour, le détachement, l'espèce de... Vous savez, de dans prise de... un moment, je reprends les vertus, et dans une vertu qui est la prudence, je dis, n'oublie pas, quand tu vas dans le monde de la pratique et des hommes, n'oublie pas de partir avec beaucoup d'humour. Je pense que ça va pas déplaire à notre ami Stéphane. Ah non, il en faut. Il en faut pour vivre et pour survivre. Bah oui, survivre. Alors non seulement à Noël, mais à l'incertain maintenant. Parce que c'est vrai que vous avez remarqué pendant le Covid, c'est peut-être l'un des mots qui ressortait tout le temps, c'est incertain, on ne savait pas quand ça allait se finir, le confinement, c'était terrifiant. Ça nous semblait terrifiant. Et c'est vrai que c'est devenu presque une vraie notion, l'incertain. Non, je sais pas, Stéphane, qu'est-ce que ça vous inspire, l'incertitude, aujourd'hui, quelques années après, et dans ce climat extrêmement stressant quand même, hein. Quand je vous entendais faire la présentation de l'émission, l'introduction de l'émission, l'une des choses que je me disais, c'est que en réalité, peut-être une part du sentiment d'incertitude que nous avons est proportionnelle aux capacités de certitude que nous avons. Et au fond, nous sommes capables effectivement de prévoir la météo, nous sommes capables d'organiser tout un tas de choses. Donc, ce qui nous échappe nous angoisse. Le Covid aura porté tout cela à un degré extrême, puisqu'il y allait peut-être de la vie de millions d'êtres humains et peut-être même de la façon dont l'humanité allait vivre. On n'a jamais vécu, je crois, un épisode comme ça, et on n'aurait jamais imaginé, dans aucun scénario, pouvoir imaginer une humanité à l'arrêt. Une humanité qui arrête de produire, qui arrête de travailler, qui arrête de sortir, qui arrête de vivre, ouais. Au sens social. Donc, mais en même temps, ce que révèle tout simplement ce Covid, de manière extrêmement crue, c'est que l'incertitude n'a pas grand-chose de nouveau, au sens où elle est le programme même de la vie et de l'action morale. Je pense que ça va être un peu le centre de gravité de notre discussion aujourd'hui. C'est qu'au fond, agir, c'est toujours quelque chose qui se fait dans l'incertitude. Peut-être à la différence de penser sur le plan théorique, pour poser simplement une notion très simple, on parle du domaine ou du champ théorique de la pensée, mais on parle plutôt du terrain
pratique de l'action. Alors pourquoi le terrain plutôt que le champ? Parce que le terrain, c'est mobile. Ouais. Le terrain, ça bouge. Le terrain, c'est incertain. Le terrain, demain, il sera peut-être trempé. Demain, il sera sec. Et évidemment, les troupes, pour le stratège, se déplaceront de manière complètement différente. Ouais. Il n'y a rien de statique là-dedans, effectivement. Henri Quinson, qu'en pensez-vous, effectivement? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce mot incertitude, aujourd'hui? Alors, moi, je suis un ancien trader qui était spécialisé dans les options de change, dans lequel je gérais la volatilité des monnaies les unes contre les autres dans une vie antérieure. Et donc, ce que je peux affirmer avec certitude aussi comme membre de l'association Loger Marseille Jeunes, c'est qu'aujourd'hui en France, vous ne trouverez jamais un logement sans CDI, c'est-à-dire sans certitude d'une rémunération fixe, stable, pas de prêt bancaire, etc. Donc, on est vraiment dans une société qui déteste l'incertitude. En finance, l'incertitude s'évalue et se paye. Les taux d'intérêt montent si la France ne réduit pas ses déficits budgétaires. Les entreprises qui sont exportatrices vont se couvrir donc contre les devises par des techniques qui sont les marchés à terme ou les options de change. Les consommateurs sont tenus réglementairement de prendre des assurances automobiles, donc contre ces accidents par définition imprévisibles, les assurances habitation, etc. Donc on est vraiment dans un univers, et en plus avec aujourd'hui le règne du big data, c'est-à-dire de tout transformer en probabilité. À la naissance, votre enfant, s'il n'est pas totalement dans les coups, on vous donne quelques pages dans lesquelles il a tant de probabilités d'avoir des problèmes cardiaques, etc. Ouais. Donc on n'aime pas c'est sûr qu'on est dans une société, et ça peut se comprendre, qui n'aime pas l'incertitude, et d'une certaine manière, il y a un effort constant pour réduire l'incertitude, et on retrouve ça, comme je suis aussi professeur de langue, dans les langues, on voit que c'est une question importante, marquer le degré d'incertitude par des adverbes, probablement, sûrement, en anglais par les auxiliaires modaux. Donc c'est vraiment, je pense, quelque chose de très important, en tout cas dans la vie humaine. On verra au cours de la discussion si c'est positif, négatif, si on peut le gérer, mais en tout cas, c'est un fait que c'est très très important dans la vie humaine. Ouais, on se rassure comme on peut, Bertrand Verjoly. C'est pas forcément très élégant. Alors, moi, je pense qu'il faudrait revenir sur l'incertitude, parce que l'incertitude, pour moi, c'est pas l'incertitude dans les choses, c'est l'incertitude dans la relation. Pour moi, l'incertitude naît du heurt qu'il y a entre la volonté de savoir et l'impossibilité de savoir. Et qui fait qu'à un moment, on va faire l'expérience parfois très anxieuse de l'incapacité de pouvoir savoir alors qu'on devrait savoir, et le fait de vivre dans cet entre-deux qui est ma volonté de savoir et l'impossibilité de savoir. Alors j'aimerais savoir, j'aimerais pouvoir être certain, mais je ne peux pas être certain comme je désirerais être certain, alors je suis dans l'incertitude et je vis cet aller-retour entre l'impossibilité d'une réponse et le désir d'en avoir une. Voilà. Et donc, c'est un des aspects de l'incertitude, parce que nous le verrons, attention, l'incertitude, ça peut être très, très positif. Regardez une chose, c'est l'ingrédient de tous les romans policiers, c'est-à-dire le suspense. Ouais. Le fait d'être suspendu à un moment entre savoir et non savoir, et heureusement qu'on ne sait pas, parce que comme ça, on a de très bons romans et de très belles aventures. C'est vrai que j'avais pas vu les choses comme ça, mais Stéphane Floccari, effectivement, on devrait tous avoir un peu l'âme d'un romancier. Je pensais à un moment à cette fausseté. Un jour, j'avais entendu quelqu'un qui était tombé amoureux d'une jeune femme dont il était tombé, et il avait commencé par dire « J'aimerais savoir comment ça va finir ». Mais j'espère que quand tu es amoureux, tu n'espères jamais de savoir comment ça va finir. Voilà. Bah, un peu quand même, mais on veut que ça finisse pas, surtout. Oui, voilà. Dans un premier temps. Après, ça se complique. Voilà. Changement d'émission, changement de thème, Stéphane. Mais bon. Mais c'est vrai que à travers toutes les dimensions de la vie, il y a aussi une histoire, vous l'avez dit un peu au début de l'émission, d'immobilisme. Et puis au-delà, c'est quand même, au-delà de l'ingrédient des bons romans policiers, c'est essentiel dans la science et dans la connaissance. Et on s'aperçoit que toute la science se fonde sur l'incertitude. Stéphane Floccari, que disent les philosophes vous, alors votre chouchou absolu, Nietzsche, par exemple, quel rapport a-t-il avec l'incertain ? Vous l'avez dit d'ailleurs au début de l'émission, mais... Bon, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on est en train de dire. Est-ce que l'incertitude est subjective ? Est-ce que c'est mon incertitude par rapport à ce que je veux, ce que je désire, ce qui peut se passer ? Ou est-ce que c'est une incertitude objective qui est inscrite dans les choses ? Il semblerait qu'effectivement la science dégage de l'incertitude objective. Hein. Par exemple, vous parliez de la météo tout à l'heure. On est à peu près certain de ce qui va se passer demain, après-demain, mais au-delà de 3 ou 4 jours, la visibilité devient
plus complexe, puisqu'il y a du chaotique, puisqu'il y a une multiplicité de paramètres, que donc on ne peut pas prévoir comment ils vont se rencontrer. Alors, pour parler de Nietzsche, même si il y a un autre philosophe dont je voudrais vraiment vous entretenir avec gourmandise aujourd'hui, c'est Descartes. Mais concernant Nietzsche, c'est quelqu'un qui comprend qu'en fait, l'origine de la connaissance humaine, c'est la peur. Et de quoi est-ce que nous avons peur? Nous avons peur de ce que nous ne maîtrisons pas, de ce que nous ne comprenons pas, de ce que nous ne connaissons pas. Donc pour lui, toute la connaissance humaine repose sur ce qu'un philosophe, Didier Franck, a appelé dans Nietzsche la logique des cas identiques. Ce qui est un peu un cercle carré, puisque le propre d'un cas, c'est qu'il est identique à aucun autre cas. Mais ce que nous voudrions, et c'est ce que dit Nietzsche, en utilisant le langage, les mots, et aussi en connaissant, ce que nous voudrions, c'est égaliser les cas entre eux, et ramener toujours l'inconnu au connu, l'incertain au certain. C'est un peu ce qu'on appelle le risque, là, la théorie la maîtrise du risque, quoi. C'est ça Alors, ça peut se concevoir dans le domaine ou dans le champ théorique, mais en réalité, l'incertitude, c'est ce qu'a très bien dit Bertrand juste avant, c'est un choc entre ma volonté de savoir et mon impossibilité de déterminer de façon claire les choses. Et c'est quand même dans le champ de l'action, on a parlé de la vie, je crois qu'il avait raison, Bertrand parlait du roman amoureux, de l'engagement, de la façon dont nous vivons. Et l'un des philosophes qui vraiment a mis les pieds dans le plat, si je puis dire, et jeté un pavé dans la mare, c'est Descartes. C'est Descartes en comprenant que toute l'éthique et toute la morale, depuis les Grecs, portait sur la question de savoir comment agir. Alors, en gros, on peut retenir trois manières possibles de concevoir les choses philosophiquement. Je suis très grossier, vous m'en voudrez pas, mais pour essayer de tirer un trait qui soit le plus net possible. Soit je peux me fixer sur une idée du bien, une idée de ce qui est bien, de ce qui est bien en soi, en toute situation, et alors ma volonté va suivre et prendre la règle de l'entendement. Elle n'a plus qu'à se régler sur ma raison et systématiquement produire ce qui en soi semble être le bien. Ça pourrait être un chemin platonicien, mais qui est difficilement tenable. Parce qu'il y a du contingent. Bertrand tout à l'heure a prononcé le mot prudence, qui est un des mots clés de l'éthique aristotélicienne. Donc, il faut être prudent. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de chemins, quand nous agissons, sur lesquels nous n'avons pas de certitude, nous n'avons aucune connaissance vraie. Donc, nous n'avons que du probable. Alors, Aristote produit quelque chose de très important en philosophie, qui s'appelle la délibération. Donc, il faut délibérer sur ce qui peut être, ce qui le plus probablement va s'accomplir, ou le plus probablement sera efficient dans une situation. Mais le problème, c'est que Descartes radicalise tout ça en nous disant, il y a des situations d'urgence dans lesquelles nous n'avons pas le temps du tout de savoir. Vous voyez, dans l'amour, par exemple. Cet homme qui vous fait la cour ou cette femme qui vous plaît, si vous ne saisissez pas le kairos, si vous laissez passer, c'est peut-être votre vie entière qui en sera modifiée. Le chirurgien, lorsqu'arrive le malade en état d'urgence absolue, n'a pas du tout le temps de décider. Il doit intervenir immédiatement. Sans parler du navigateur. Ça rendrait fou, d'ailleurs. Si on commençait à se poser 1000 questions, on serait fou. Il faut mieux agir parfois. Alors, il vaut mieux agir. Le problème, c'est que nous agissons en essayant d'éliminer dans l'immédiat ce qui nous semble le moins efficient ou le plus improbablement adapté à une situation. Donc, nous choisissons, dans une situation où Descartes nous dit que, en fait, le problème, c'est que les actions de la vie, ne souffrant souvent et presque toujours aucun délai, il nous faut agir. Donc, voilà, agir et vivre, c'est toujours... J'aime beaucoup cette image de Kundera dans l'Immortalité, où il dit, voilà, les hommes vivent avec les yeux bandés. C'est-à-dire, nous vivons un peu avec les yeux bandés. Nous avançons, et c'est pourquoi nous avons le risque de nous tromper tout le temps. Mais est-ce qu'on a un plus mauvais rapport au risque, j'allais dire, vous voyez, à l'incertitude aujourd'hui qu'avant c'est ça, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez tous les trois. Henri Quinson, qu'en pensez-vous, par exemple? Est-ce que finalement... nos anciens, les Grecs, carrément, allons-y. Je ne sais pas si on peut répondre pour les Grecs, mais est-ce qu'on avait un meilleur rapport à l'incertitude et à l'inconnu avant que maintenant? Oui, c'est assez intéressant de voir le mouvement des idées et puis aussi les différentes sources
de compréhension de cette question, parce que d'un côté, l'incertitude peut paralyser. Si on est complètement incertain, bien, on peut justement ne pas faire de choix. Et on a utilisé ce mot choix parce qu'en effet, ça me paraît très très lié à l'incertitude. La certitude trop grande peut aussi être illusoire. Hein. Vous pouvez vous persuader que la Terre est plate contre la vérité. Je sais pas, Ératosthène avait été capable de calculer à 15% d'erreur près la circonférence de la Terre. Tout le monde le tenait pour fou, il s'intéressait pas à ça. Mais finalement, la Terre est bien sphérique. Mais donc, et aujourd'hui, on le voit avec le fanatisme religieux. On peut être absolument persuadé de quelque chose au point d'être violent et de vouloir supprimer ceux qui ne pensent pas comme vous. Donc ça, c'est aussi le risque quand on est trop sûr de soi. C'est finalement une forme d'orgueil qui peut être destructrice de soi-même et des autres. Donc moi, je retiens qu'il y a quand même un peu deux pôles. Il y a en effet ce pôle grec dans lequel il y a vraiment, je trouve, dans notre civilisation, puisque vous me dites est-ce que ça a changé, je pense que l'aboutissement dans notre civilisation sur le plan intellectuel, c'est en effet la distinction entre la vérité et la validité d'une théorie ou d'une hypothèse qui est valide tant qu'on n'en a pas prouvé le contraire, tant que, compte tenu des hypothèses, du contexte, elles fonctionnent, mais les vérités scientifiques sont relatives. Ça a été aussi démontré scientifiquement dans bien des domaines. Donc ça c'est un des pôles, je dirais, intellectuels dans lequel on est finalement très humble par rapport à l'incertitude, et on vit dans l'incertitude. Je dirais que c'est même fécond, en effet, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit avant. Et puis peut-être, si je me place dans le cadre biblique, il y a l'idée on a entendu le mot relation, je pense que c'est assez intéressant, c'est qu'en effet, il me semble que la foi dans la perspective juive et chrétienne, c'est l'idée d'une confiance. Est-ce que cette confiance est fondée sur une certitude ? Je pense à la parabole de Jésus quand il explique que voilà, il y a celui qui a mis en pratique les paroles et c'est un homme qui a construit sa maison sur le roc. Ouais. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, le vent a soufflé, on se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et donc la question, c'est est-ce qu'il y a effectivement une certitude, un roc sur lequel on peut appuyer sa vie ? Comme chrétien, je dirais oui, Dieu est amour, et ce serait ça ma seule certitude en l'occurrence. Et qui est une certitude relationnelle. Et bon, à l'inverse, celui qui était fondé sur le sable, la maison s'est écroulée, etc. Donc il y a quand même l'idée dans la tradition biblique qu'il y a en effet un rocher, que Dieu reste à s'entendre. Qu'est-ce que c'est que Dieu ? Est-ce qu'il ne faut pas distinguer l'essence de l'existence ? Nos existences sont passagères, fragiles. Est-ce que nous sommes capables ? Je pense aux moines de Tibérine, puisque j'ai travaillé sur le film des hommes et des dieux. Ces moines qui ont été assassinés en 1996 se sont posé la question, étaient dans l'incertitude totale et totalement existentielle, puisqu'ils pouvaient être assassinés. Faut-il rester ou partir ? Ils se reposaient régulièrement la question. Donc je pense que c'est une question de discernement en fonction d'un contexte. Donc c'est quelque chose de très fragile. Mais ils avaient déterminé que leur essence, leur vocation profonde, leur être profond valait le risque de prendre des décisions dans un certain degré d'incertitude qui allait jusqu'à perdre leur vie. Donc c'est assez subtil et je pense qu'il y a en effet plusieurs dimensions qu'il faut arriver à mettre ensemble. Je ne sais pas, c'est Dumas qui l'aurait dit. À tout de suite. Oui, mais moi, je ne sais pas. Oui, mais moi, je ne sais pas. Tes yeux ravivent le jour. Au cœur de ma nuit. J'ai gardé secret mon désir et pourtant comme l'aurore t'arrive sans avertir. Je sais que les jours sont parfois longs parmi les hommes, mais tu dois t'y faire pour t'y plaire. Je sais, tu trouveras. Oui, mais moi, je ne sais pas. Oui, mais moi, je ne sais pas. Ne perds pas ton indépendance. Le
je sais, tu trouveras. Je ne sais pas, oui, mais moi. Je ne sais pas, oui, mais moi. Je ne sais pas, oui, mais moi. Je ne sais pas. J'ai comme l'envie de te dire, j'ai plus envie de fuir, t'as plus envie de fuir, mais jusqu'à l'aurore on reste sans rien dire. Je sais que les jours sont parfois longs parmi les hommes, mais tu dois t'y faire pour t'y taire. Je sais que les jours sont parfois longs parmi les hommes, mais tu dois t'y faire pour t'y taire. Je sais, tu trouveras. Je ne sais pas, oui, mais moi. 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 Je ne sais pas, cette phrase peut terrifier les uns, amuser les autres, selon les tempéraments évidemment et les situations. Et si on apprenait en tout cas à vivre dans l'incertitude, et si c'était ça aussi, et surtout peut-être la vie. Stéphane Flocari, agrégé de philosophie, docteur en philosophie, qui s'apprête à publier le livre des attentes aux éditions des Belles Lettres. On a hâte évidemment. On peut aussi mentionner le précédent Le sport et moi, publié chez Amphora INSEP. Henri Quinson, traducteur, écrivain, membre fondateur de la Fraternité Saint-Paul, qui a écrit « Et l'homme devint Dieu » aux éditions du Passeur. Lui qui est passé par de nombreuses périodes d'incertitude dans sa vie, en tout cas où il a fallu faire des choix, de trader à moine dans les cités, à Marseille, etc. etc. Bertrand Vergely, enfin, est avec nous, normalien, philosophe, qui a publié plusieurs ouvrages. On peut mentionner La puissance de l'âme, sortir vivant de l'émotion chez Très Daniel, ainsi que La vraie morale se moque de la morale chez le même éditeur, et Main basse sur la pensée chez Salvatore. Alors effectivement, Bertrand Vergely, que vous inspire tout ce long exposé proposé par notre ami Henri Quinson? M'inspire de 4 choses. La première, c'est... Vous n'attendez pas moins de vous. Nous sommes confrontés à l'imprévisible, oui. Et la meilleure manière d'avoir affaire à l'imprévisible, c'est de l'accepter totalement. Comme ça, dire, vous voulez prévoir quelque chose, prévoit que tout ce que vous avez prévu, de toute façon, ça ne sert à rien parce que c'est complètement imprévisible. Donc ça, c'est le premier point. Et on évite d'avoir de mauvaises surprises, c'est-à-dire des fausses attentes. Voilà. Bon. Ensuite, vous avez le deuxième élément qui a été souligné par Stéphane. Aristote, on analyse ce qu'Aristote appelait les futurs contingents, c'est-à-dire le fait que eh bien, nous sommes dans un monde où tout est contingent et tout sera contingent. Mais attention, on peut apprivoiser l'imprévisible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des opportunités, des occasions. Et ce sont le moment où les dieux parlent aux hommes à travers des hasards qui ne sont pas des hasards, surtout s'ils apparaissent comme des hasards. Et tout d'un coup, il y a une correspondance que l'on peut faire entre soi et ce qui arrive. Ensuite, il y a le troisième point qui a été souligné par Stéphane, c'est Descartes. Alors, qu'est-ce qui est intéressant chez Descartes ? C'est que Descartes dit, de toute façon, le monde dans lequel nous vivons est extrêmement complexe. Mais nous pouvons faire 3 choses. Premièrement, nous pouvons, quand nous pensons, savoir si nous pensons vraiment ce que nous pensons. Et là, je peux être certain par rapport à moi. Est-ce que moi, j'ai fait l'expérience de ce que je pense ? Oui, parce que je pense vraiment ce que je pense. Et deuxièmement, me servir de ça pour 2 choses. Premièrement, essayer de toujours partir dans le compliqué de ce qu'il y a de plus simple. C'est-à-dire, je suis un peu perdu là. Déjà, penser ce qu'on pense, je ne vois pas très bien. À un moment, est-ce que quand je pense toujours ce que je pense ? Pas forcément. Vous pouvez dire des choses en l'air sans avoir réfléchi vraiment. Ah voilà, donc avoir une vraie réflexion. À un moment, quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu es sûr de ce que tu penses ? Oui, parce que vraiment, et je peux refaire tout le trajet intérieur qui m'amène à ce que je pense. Et vous avez des gens qui pensent vraiment et d'autres qui ne pensent pas. Vous voyez, ça bavarde, on répète ce qu'on a entendu. Là, on répète pas. Et donc, ils nourrissent une peur. Et donc, ils nourrissent une peur aussi. Non, on pense ce que l'on veut. Est-ce que tu veux penser ce que je pense ? Oui, je pense parce que je le veux. Voilà.
Donc ça, c'est important. Et ça permet également, à partir de là, de partir du simple. Descartes nous dit, il y a toujours quelque chose de simple à l'intérieur du complexe. Et C'est troisièmement, rassurant, je trouve. ne de dire ça. cherchez pas une solution immédiate, globale pour tout. Voilà. Vilain défaut, ça. Et ensuite, quand vous avez dit quelque chose, révisez toujours tout ce que vous avez dit, parce qu'il y a toujours quelque chose de quoi En fait, vous ils ont avez tellement manqué. tout à nous apprendre, les philosophes. Voilà, Je trouve ça donc- génial de temps Et en donc- temps de s'arrêter et donc, un c'est peu quand même pour... très, très, très intelligent Ouais. et d'avoir pensé la certitude par rapport à soi, tout en vivant dans l'incertitude en permanence. Accepter C'est là où on se dit que totalement. philosopher aide, Stéphane Floquet. Est-ce que ça vous aide? C'est vrai que la philosophie aide pour mieux accepter l'imprévisible, les tuiles, les accidents, les choses de la vie, quoi, en fond. Disons qu'elle peut aussi avoir tendance à aggraver la conscience que vous avez du caractère tragique de croissation, ça l'existence, croît ma sa chère douleur. Marie-Ange. C'est les deux, c'est un double tranchant. Mais si on sait se servir de cette arme comme un outil pour faire du bien et pour entrer en relation avec les choses, avec soi, avec le monde, avec la fragilité de la vie, avec la vulnérabilité de son être, Ouais. alors sans doute que la philosophie est la plus délicieuse de toutes les disciplines et la plus féconde de toutes les disciplines. Mais pour revenir à Descartes et à ce que disait Bertrand, c'est très important tout ça, là, tout ce qu'il a soulevé, parce que, effectivement, du côté de Descartes, ce que vous peignez à distinguer, tout simplement, c'est ce qu'on appelle le cogito, c'est-à-dire le fait que j'atteins une première certitude fondatrice, à partir de laquelle ma quête de la vérité va s'appuyer sur quelque chose de ferme. Et non pas sur quelque chose qui risque de se déliter à la première réplique ou à la première objection qu'on va me faire. C'est-à-dire, c'est un peu tous les scénarios qu'on peut se faire aussi, qui ne sont pas très fondés. Ça Non, peut être ça, par exemple. c'est-à-dire que dans toutes les opinions que je peux former, dans tous les avis que je peux avoir sur toute chose, la plupart sont tirés de mon éducation, de la société dans laquelle je vis, de mon époque. Et certaines opinions aussi sont des opinions qui sont tirées simplement de mes perceptions du monde. Par exemple, que je vous vois, là, qu'il y a de la lumière, que j'entends des sons, que nous sommes à la radio. Bien, tout cela, je pourrais le rêver. Alors, qu'est-ce qui m'assure que je suis bien là avec Marie-Ange, Bertrand et aussi Et notre ami Henri en ligne? C'est qu'effectivement, comme dit Bertrand, je le pense et que je pense que je le pense et que je m'inquiète, je m'interroge de cette pensée. Mais il me faut aussi agir. Il me faut aussi agir. Et alors, toute la difficulté, c'est que Descartes va avoir le génie d'essayer de ne pas s'en tenir à la question du cogito et de la certitude, mais il va s'ouvrir à l'incertitude de l'action. Sans doute parce que sa vie aussi l'y aura mené. Il a eu une vie un peu particulière, puisqu'il a commencé par avoir une vie très réglée au collège de la Flèche, mais ensuite il s'est engagé, il s'est battu en duel, et il a fait un peu la guerre, il s'est retrouvé aussi mis à l'index, il a fui un peu à travers différents pays, il a aimé, il a souffert. Donc il a vécu un certain nombre de choses, et l'une des choses dont il se rend compte, c'est que si je ne peux pas obtenir de certitude absolue ou totalement ferme à propos des choses que j'entreprends de faire ou qui mériteraient d'être faites ou que je voudrais faire, alors il faut au moins que je fasse provision d'un certain nombre de maximes qui puissent un peu, face à l'incertitude, ne pas complètement se décomposer, je dirais, à la première averse. Et c'est ce qu'on appelle chez Descartes le problème de la résolution. C'est-à-dire, la résolution n'est pas simplement mathématique ou théorique, elle est aussi morale. Je prends des résolutions. On en a souvent parlé, vous et moi, de Nietzsche, du Nouvel An, et des résolutions qu'on peut prendre. Et l'une des résolutions que prend dans la deuxième maxime du discours de la méthode Descartes, c'est de dire que finalement, à partir du moment où je choisis une action ou un mode d'action, même si je ne peux avoir à propos de cette action que des probabilités, il faut que je reste ferme et résolu dans ma décision, parce que sinon, je ne sortirai par exemple jamais d'une forêt. Vous voyez, si je suis dans une forêt, que je vais en sortir et que je suis dans l'incertitude par rapport à ma direction. Ouais. Descartes ne dit pas, contrairement à ce que disent les commentateurs hâtifs, qu'il faut aller tout droit. Descartes écrit il faut aller le plus droit possible. Il faut aller le plus droit possible. Et donc, je suis une règle, mais en même temps, je l'adapte à un terrain ou à une situation qui est changeante. Si je vais tout droit et que devant moi, il y a un chêne qui fait 2 mètres de large, je ne sortirai jamais de la forêt. Mais ce que nous disons me suggère autre chose. C'est que la certitude, comme la conviction, de manière générale, peut être quelque chose d'assez dangereux. Par exemple, à la fin de Humain trop humain,
dans l'aphorisme, ça doit être l'aphorisme 630, sur le risque de voir les opinions se figer en conviction. Nietzsche dit attention aux convictions, parce que quand vous êtes trop certain d'une chose, ça veut dire que vous avez arrêté de penser, et que donc vous avez un schéma arrêté sur les choses, et que donc là où la pensée est mobile, le nihiliste, c'est celui qui a un cul de plomb et qui reste assis sur une chaise et qui n'est plus en mouvement, eh bien le risque, c'est de ne plus voir les choses et de ne plus voir la mobilité des choses. Mais à contrario, la conviction ou la certitude, autant elles sont bloquantes sur le plan théorique de la pensée, autant elles sont propulsives du point de vue moral et du point de vue de l'éthique. Parce que les gens qui ont des convictions, par exemple, moi je suis un professeur, Bertrand est un professeur, vous faites de la radio, tous les gens qui agissent, qui ont un métier, qui ont des valeurs, qui croient en des choses, aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée. Et d'ailleurs, je ne crois pas que nos vies personnelles soient séparées par une vitre transparente de nos vies professionnelles. Nous avons une conscience tout court, et professionnelle et personnelle. Mais je pense que nos valeurs aussi sont des digues, sont des rocs, dont nous avons besoin dans les tempêtes de la vie. Des choses auxquelles nous croyons, coûte que coûte. Par exemple, quand on éduque un enfant, eh bien, on est souvent renvoyé à la difficulté de conserver ses convictions, parce que je crois que le parent d'aujourd'hui, vous en parlez souvent dans votre émission, vous réfléchissez à ces questions, parce que ce sont des questions finalement concrètes, et la philosophie nous aide à vivre quand elle pose les vraies questions. Socrate posait les vraies questions. Face à mon enfant, qu'est-ce que j'attends de lui ? Est-ce que j'attends de lui qu'il m'aime ? Ou est-ce que j'attends de lui qu'il reçoive de moi ce que je peux lui donner de meilleur pour qu'il vive le mieux possible ? Et donc, c'est important aussi d'avoir des convictions. Elles peuvent être politiques, elles peuvent être religieuses, elles peuvent être les convictions d'un athée ou d'un agnostique, peu importe. Mais la conviction, c'est aussi le résultat de l'exercice conjoint de ma pensée et de mon action, et qui font ma vie, pas la tienne, pas la sienne, mais peut-être aussi une vie qui peut se rencontrer sur un terrain commun avec d'autres vies. Et je pense qu'il est aussi important de garder, de cultiver, de raisonner nos convictions. Ouais. Henri Quinson, vous êtes toujours avec nous? Je suis toujours là et j'apprends beaucoup de choses. Je me réjouis de toutes ces références philosophiques. Et j'ai bien aimé ce côté, ce mot de propulsion, parce que Madeleine Delbrel, qui était beaucoup dans l'action dans les banlieues parisiennes à l'époque du marxisme, tout en n'étant pas marxiste, mais en étant chrétienne au milieu d'un monde marxiste, parlait de la spiritualité du vélo. C'est-à-dire que si vous êtes sur un vélo et que vous n'avancez pas, vous tombez. Mais si vous avancez, vous restez en équilibre. Et donc je crois que par rapport à l'incertitude, en effet, il ne faut pas rester dans la paralysie. Oui. Ça peut être vraiment une grâce. Je me rappelle d'une parole de Christian de Chergé, qui était donc le prieur des moines de Tibérine. Je m'excuse de ces références continuelles à Tibérine, mais il se trouve que j'ai beaucoup médité. J'ai connu le cap des 7 frères qui ont été assassinés en Algérie. Et il disait, en 1977, « Personnellement, j'éprouve le désir de placer le surcroît d'incertitude, et Dieu sait qu'elle était grande en Algérie à l'époque, où nous vivons sous le signe d'un surcroît de confiance et d'abandon. » Et il parlait d'une grâce de choix, la plus inconfortable pour qui ne songe qu'à dormir, mais la plus propre à la vigilance. Et donc, cette idée d'incertitude, je pense, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue existentiel, nous donne cette grâce de la vigilance, c'est-à-dire à la fois avec notre intelligence de faire des choix en contexte avec discernement, en référence évidemment à nos valeurs, à ce qui pour nous est le plus important aujourd'hui, et qui peut-être sera différent demain, parce qu'il faut aussi être humble par rapport à ça. Enfin, on parle des valeurs, c'est toujours un mot un peu dangereux, mais il y a des convictions profondes ou des inspirations profondes. J'aime bien les mots inspiration et aspiration, parce qu'il y a l'idée de spiritus, l'esprit, l'Esprit Saint, qui souffle où il veut. Donc là aussi, il y a incertitude. Même si vous vivez une vie spirituelle, vous êtes dans l'incertitude. Je peux en témoigner moi-même, puisque j'ai un parcours qui peut paraître un peu atypique, comme disent souvent les journalistes. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en spiritualité, par ailleurs, vous avez le deuxième versant que je trouve assez redoutable, et je pense contre lequel il faut lutter, qui est cette tentation justement de se barricader derrière des certitudes pour ne plus vivre. Donc vous allez être quitte parce que vous avez respecté je ne sais quel commandement,
ou je ne sais quel pilier dans votre tradition religieuse, vous êtes certain d'aller au paradis, d'avoir fait le bien. Et Jésus, dans les évangiles, met le doigt là-dessus en disant attention, les pharisiens qui sont dans cette logique de moi je suis pur, je suis juste parce que je suis quitte d'un certain nombre d'obligations religieuses, ces gens-là sont à côté de la vie, car la vie vous réserve des surprises, et que peut-être qu'un jour de Shabbat, alors qu'effectivement on est censé ne rien faire, il faut quand même aller secourir quelqu'un qui est dans la difficulté. Pour donner cet exemple, évidemment, il y en a 1000. Et Jésus n'est pas l'assurance vie. Souvent les gens disent la religion, c'est de l'assurance vie, vous êtes tranquille, vous allez au paradis, vous croyez en Dieu, tout va bien, vous avez réglé tous les problèmes de l'existence, il n'y a plus d'incertitude. Jésus dit pas je suis l'assurance vie, il dit je suis la vie. Et je crois que justement, le chemin, la vérité et la vie, le chemin, donc c'est un chemin à découvrir et j'aime bien cette idée, en effet, on parlait de la forêt, j'aime bien cette idée d'une forêt à explorer qui ne va pas partager les croyants des non-croyants, mais dans cette incertitude générale, il y a une exploration et c'est une exploration d'ailleurs en commun, c'est-à-dire qu'il y a des échanges qui font qu'on peut se rapprocher sur le plan philosophique peut-être de la vérité, sur le plan scientifique de la validité de telle ou telle hypothèse, et dans le plan relationnel d'essayer de faire toujours mieux. Donc moi je suis plutôt en effet dans cette logique du mouvement. Je crois que face à l'incertitude, il faut être dans le mouvement. Petite leçon d'abandon et de confiance peut-être, dans quelques instants peut-être, c'est incertain évidemment, avec notre ami Bertrand Bergely. I Don't Know par Noah. À tout de suite. Flower colors bright, I am strong, I can fight, but I don't know, I don't know, I don't know. Tower, brick and stone, make my way on my own, but I don't know, I don't know, I don't know, I don't know why, I don't know how. If I can fly, can I fly now? Are my wings strong enough to bear the winds out there? Hey, I don't know. Flower colored bright, I am strong, I can fight, but I don't know, I don't know, I don't know.
Et nous voilà de retour. Et si on apprenait à vivre dans l'incertitude, I don't know, je ne sais pas, on peut le dire dans toutes les langues, mais ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas ce qui nous attend, ni dans une heure, ni demain, ni dans 10 ans. Stéphane Flocari, agrégé docteur en philosophie. Henri Quinson, en ligne avec nous. Et l'homme devint Dieu aux éditions du Passeur et Bertrand Vergely. La vraie morale se moque de la morale, et puis la puissance de l'âme, sortir vivant de l'émotion. Chez Très Daniel. Merci d'être là, messieurs. Et j'aimerais bien, effectivement, Bertrand Vergely, que vous réagissiez éventuellement à ce qui a été dit. Et c'est vrai que oui, j'aimerais rajouter une chose. Rapport à la confiance. C'est ce qu'on peut appeler le mode quantique de la pensée. Olé. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui a bouleversé complètement la science, c'est l'apparition d'une double interprétation possible de la matière, soit corpusculaire, soit ondulatoire, soit matérielle. Soyez pas trop compliqué, hein, Bertrand, parce que vous êtes en train de Non, perdre. je ne suis pas en train de décrire. Il n'y a pas d'autre manière de le décrire. D'accord. Je ne peux pas utiliser d'autres mots. Donc, je dis corpusculaire ou ondulatoire. Corpusculaire, ça veut dire matériel. Ondulatoire, ça veut dire immatériel. Et quel est le coup de génie de la science? C'est d'avoir dit on ne va pas penser le matériel ou l'immatériel, on va les penser ensemble. Et qu'est-ce que ça donne? On rentre dans un espace fulgurant de la pensée. Mais qu'est-ce que c'est que cet espace fulgurant de la pensée? C'est exactement ce qui se passe dans l'art. C'est-à-dire on va renoncer à avoir une explication globale, définitive, mais on va penser la chose dans le temps précis, l'espace où ça se donne, et là, ça va donner quelque chose de fulgurant. Et tout d'un coup, c'est l'apparition à un moment de ce qu'on va trouver chez Popper, le fait de dire la caractéristique d'une science, c'est non pas d'être irréprochable, mais qu'on va pouvoir effectivement intégrer à l'intérieur de la science une sorte de relativité, c'est-à-dire on va penser les choses d'une manière historique et révolutionnaire. Voilà. Et c'est ça qui me paraît extrêmement important, c'est-à-dire ce coup de génie qui est de se servir de l'incertitude des choses pour les retourner et en faire des possibilités de sciences nouvelles. Voilà. Là, il y a quelque chose qui est totalement nouveau. Et la foi là-dedans, alors? Et la foi là-dedans, c'est exactement ce que vous trouvez dans la théologie négative de Denis l'Aréopagite, qui fonctionne exactement sur un mode quantique. Vous avez cette parole de Denis qui dit « Dieu est tellement vivant que c'est peu dire qu'il est vivant ». C'est-à-dire, non seulement Dieu est vivant, mais il est plus que vivant. Et si vous voulez un moment penser le plus que vivant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez rentrer dans quelque chose de complètement incertain, mais rien n'est plus intense que de vivre cette vie-là. C'est-à-dire, tout d'un coup, l'incertitude va devenir un facteur d'intensité pour permettre de vivre ce que Nicolas de Chius a appelé la docte-ignorance. Et la docte-ignorance, c'est exactement ce qui se passe quand le vivant renvoie le plus que vivant. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais parce que c'est génial. Excellent. Écoute, on parlait du Vendée Globe pendant ces quelques notes, mais vous voyez... Voilà, c'est le Vendée Globe de la vie, quoi. Là, on va dans la haute mer. On va dans la haute mer, ouais, hein, Stéphane? Je sais pas si ça vous parle, mais bon. Nicolas de Chius, ça me parle beaucoup. Voilà un auteur dont on parle pas assez, qui est très connu de l'autre côté du Rhin. Je le découvre avec vous. Mais très peu, beaucoup trop peu ici, même si certains ont consacré des travaux très importants. Cassirer a écrit sur... Cassirer, mais je pense aussi à un beau livre de Maud Corieras. Enfin, il y a des choses très belles qui ont été écrites là-dessus. Mais notre angle, vous avez osé nous poser la question, et si l'on apprenait à vivre dans l'incertitude, si l'on apprenait à vivre, est-ce qu'on peut apprendre à vivre? Bertrand a écrit une série de livres, manifestement, sur cette question que je vais découvrir avec plaisir bientôt. C'est une grande question, effectivement, depuis les Grecs. Vous connaissez le poème d'Aragon, le temps d'apprendre à vivre, qu'il est déjà trop tard. Nous ne pouvons pas gérer notre temps de vie. S'il y a une chose que la philosophie quand même nous apprend, c'est que pour apprendre à bien vivre, c'est qu'il faut aussi apprendre à mourir et apprendre à accepter la mort, et que la mort n'est pas l'horizon ultime et comme ça au lointain de mon existence, mais que c'est une structure même de mon existence, et qu'elle en structure par son imminence la vulnérabilité, la fragilité, la finitude. Et donc, si ma mort est certaine,
et que son heure et sa modalité, ses conditions, elles sont incertaines, à partir du moment où je regarde toutes les autres incertitudes à l'aune de celle-ci, je peux quand même les relativiser et essayer un peu de les apprivoiser. Et je crois à l'intérieur de cette forêt, on a parlé tout à l'heure de la forêt, c'est que la forêt en latin, silva, ça veut dire le dehors, c'est l'endroit où on a peur, c'est l'endroit où on est confronté au danger. Je pense que si on arrive à apprivoiser sa propre peur de l'incertitude, alors peut-être peut-on vivre tout à fait autrement et accueillir autrement les moments qui viennent. Parce que nous nous rendons compte que nous n'avons aucune prise, nous n'avons plus de choix. Aristote le dit déjà sur le passé, et nous passons notre temps d'ailleurs à le ressasser, ce passé, à nous dire que nous n'avons pas fait les bons choix, nous aurions dû choisir autrement, autre chose. Mais Aristote a la finesse de distinguer le choix et le souhait. Si je suis un navigateur dans la tempête et que je jette par-dessus bord ma cargaison pour sauver mon équipage, eh bien, je fais un choix qui n'était pas ce que j'aurais souhaité s'il avait fait beau temps, n'est-ce pas? Mais je fais ce choix délibéré, ce choix rationnel, ce qu'il appelle la proairesis, qui fait que je vais trancher dans une contingence qui n'est pas simplement les futurs contingents, mais qui est la contingence là du futur immédiat, de l'instant qui arrive et dans lequel il va falloir que j'agisse. Donc il me semble que aujourd'hui, pour répondre pleinement à votre question, et nous autres les philosophes, on nous reproche souvent de poser les questions et de parler tellement qu'on oublie la question à la fin, c'est des proches qui disaient ça. Et nous, non seulement on n'a pas oublié la question, je crois aujourd'hui, avec nos amis qui ont dialogué avec nous dans votre belle émission, mais en plus on essaye d'y répondre, je crois. Je pense qu'apprendre à vivre, c'est apprendre à accepter beaucoup de choses qui ne sont pas de notre responsabilité, de notre contrôle. La première est d'exister, n'est-ce pas? Et d'avoir à mourir ou de devoir mourir. Et puis après, entre ces deux éléments, si je peux dire, ou ces deux points, essayer quand même de se montrer responsable de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, et dans l'incertitude, d'essayer de construire des certitudes partagées, des certitudes raisonnées, des certitudes éclairées. Ouais, je vous propose justement de répondre à deux questions types, par exemple, que nos auditeurs se posent peut-être, j'en connais personnellement, qui sont en ce moment, malheureusement, dans ce douloureux questionnement, qui est par exemple, l'un pour l'un, le rétablissement d'une personne, qui est à l'hôpital, on ne sait pas. Le cancer va-t-il progresser? Ne va-t-il pas progresser? Va-t-il y avoir une rémission fulgurante ou pas? Et dans un autre cas, quelqu'un qui a perdu son job, qui ne retrouve pas du travail au-delà de 50 ans, etc. Voilà, des questions vraiment de la vraie vie. Qu'est-ce qu'on répond parce que là, c'est totale incertitude, c'est totale inquiétude. Qu'est-ce qu'on répond à ça? On demandera ensuite à Henri Bertrand, en quelques mots. Qu'est-ce que vous répondriez? On répond ce qu'on dit. La seule chose qu'on peut faire et qui est toujours « tenez bon ». Je ne sais pas ce qui va agir, mais quoi qu'il arrive, continuez à vivre, tenez bon. Et c'est ce qu'on fait. On n'a pas les solutions quand on a affaire à des amis dans la difficulté. Mais on peut toujours les inviter à boire une bière et à dire « écoute, tiens bon, on est avec toi ». C'est tout. C'est tout, ça suffit. Sinon, c'est de la prétention. Mais non, on ne sait pas. On sait pas, je ne sais pas ce qui va en être du cancer. Je ne sais pas s'il va retourner. C'est pas grave, tu tiens bon. Et de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il y aura une solution. Stéphane? C'est ce que les Allemands appellent stehen, c'est-à-dire non seulement tenir bon, mais se tenir debout. Et l'existence vous jette souvent au sol. Dans Nietzsche, le Nouvel An à la fin, je reprenais ce proverbe souvent utilisé, mais se relever tout simplement plus de fois qu'on ne chute, c'est déjà une bonne résolution pour vivre. Alors, le chômeur qui attend du boulot, évidemment, il va falloir à la fin du mois payer son loyer, il va falloir manger, il va falloir éventuellement s'occuper de ses gosses, se soigner, etc. Donc évidemment, c'est très compliqué, mais s'il n'y a pas un peu cet espoir, cette espérance, cette attente que quelque chose peut surgir et que on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, n'est-ce pas? Et que peut-être, voilà, des choses pourraient se produire. Et puis aussi, je crois, peut-être pas rester simplement dans une incertitude passive ou vide ou atmosphérique, mais être dans une incertitude aussi active et essayer, dans l'incertitude, de faire, comme disaient tout simplement les stoïciens, tout ce qui dépend de nous. Ouais. Tout ce qui dépend de nous pour que les choses se passent le moins mal possible, le mieux possible. Et le peu que je peux faire pour moi ou pour autrui ou pour le monde, n'est-ce pas?
c'est déjà Ouais. pas mal. C'est notre ami Épictète qui avait dit, c'était pas ceux qui dépendent de nous. Hein. Absolument, Ouais, c'est bien ça. c'est Épictète. Henri Quinson, pour terminer, qu'est-ce qu'on répond à ces deux personnes, par exemple, qui nous écrivent et Écoutez, qui... je leur répondrai ce que j'essaye de vivre avec mon petit-fils qui a une maladie rare, génétique, qui nous est tombée dessus il y a 3 ans et demi. Nous ne sommes pas que des êtres biologiques qui ont des étapes de développement qui normalement suivent leur cours. Nous pouvons tomber malades, économiquement nous pouvons être au chômage, ça m'est arrivé d'ailleurs moi-même. La vie n'est pas que économique, la vie n'est pas que purement charnelle, visible. Ouais. Il y a une vie qui est la vie spirituelle, qui est invisible, mais qui est palpable, comme le vent qui fait bouger les arbres. Vous voyez, on ne voit pas le vent, mais on voit ses effets. Et ce que je prie vraiment pour les personnes que vous avez mentionnées, pour qu'ils puissent trouver autour d'eux et en eux cette vie qui échappe à toute explication, mais qui nous ouvre vraiment à quelque chose d'insoupçonné et qui peut être malgré tout merveilleux. Voilà ce qui serait ma réponse. Eh bien, merci. J'ai presque envie de dire Père Henri Quinson, mais non, je ne le dirai pas. Je plaisante évidemment. En tout cas, merci pour cette belle leçon de sagesse, cher Henri Quinson. Merci à vous. Je rappelle votre dernier livre est L'homme devant Dieu, aux éditions du Passeur, à découvrir d'urgence évidemment. Bertrand Vergely, Main basse sur la pensée, chez Salvatore. La vraie morale, qui se moque de la morale, aux éditions Pré Daniel, ainsi que La puissance de l'âme, sortir vivant de l'émotion. Merci beaucoup d'avoir devisé sur cette question un peu délicate, ô combien. Stéphane Flocari, docteur en philosophie, merci à vous. On a hâte de lire le livre des attentes, Stéphane. Moi, j'ai hâte personnellement, je vous avoue. Merci beaucoup. Belles lettres. Mais vous savez, c'est toujours incertain, ces choses-là. C'est toujours incertain. On attend qu'il soit sorti dans les rayons des bibliothèques. Et puis le sport et moi, toujours à découvrir aux éditions Infora INSEP, vous passionnez de foot et de sport en général. Merci infiniment, chers amis. Et puis bonne soirée à tous. Merci dans ce royaume de l'incertitude.